Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Vous avez dit EFOP, l'émission qui vous dit tout sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Bonjour Bernard. Bonjour Jonathan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler des jeunes en difficulté d'insertion, ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation et qu'on regroupe sous l'acronyme NEET. Ils sont environ 1,5 million en France et représentent 12,9% des 15-29 ans. Alors, qui sont-ils? Quel est leur profil? Quel est leur parcours? Et comment réussir leur insertion professionnelle? Les réponses tout à l'heure avec nos invités, car juste avant, place au décryptage des acronymes de l'EFOP avec Mathieu. Alors Mathieu, on consacre l'émission du jour aux jeunes dits NEET, un acronyme qui mérite, je crois, quelques précisions. Tout à fait, Jonathan. NEET, vous l'avez dit, ce sont les jeunes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Alors, pourquoi NEET? Eh bien, tout simplement parce que cet acronyme, une fois n'est pas coutume, nous vient des Britanniques. Donc, cette catégorie d'abord statistique signifie Not in Education, Employment or Training, NEET. Et certains auteurs francophones utilisent néanmoins l'acronyme NEF pour ni en emploi, ni en études, ni en formation. Alors du coup, justement, on doit dire NEET ou NEF? Alors, NEF semble plutôt utilisé par des auteurs francophones, au Canada plus spécifiquement. Et en France, que ce soit l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, ou le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, ou encore la DARES, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, pour n'en citer que quelques-uns, tous utilisent plus volontiers le terme de NEET dans leurs publications sur le sujet. Merci pour cette précision Mathieu, mais est-ce qu'on rencontre d'autres acronymes dans le champ de l'insertion des jeunes? Bien sûr, et que vous soyez un jeune d'un QPV, quartier politique de la ville, ou d'une ZRR, zone de revitalisation rurale, que vous soyez jeune diplômé ou sans diplôme, bref, de nombreux dispositifs existent en direction de la jeunesse, et qui dit dispositif public dit bien souvent acronyme. Lesquels par exemple? Alors, j'imagine que vous allez revenir là-dessus avec vos invités durant l'émission, mais on peut citer le PACEA, le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, qui est mis en œuvre par les missions locales, ou encore les EPID, les établissements pour l'insertion dans l'emploi, qui aident les jeunes de 17 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, et qui ont des difficultés à trouver un travail ou une formation, et bien d'autres encore. Allez, un petit dernier pour la route peut-être? Oui, moins connu sans doute, le dispositif Sésame, qui a pour objectif d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers une formation d'éducateur sportif ou d'animateur. Donc c'est très précis et c'est un cas d'acronyme intéressant puisque le premier S de Sésame est le mot Sésame lui-même. L'acronyme signifie exactement Sésame vers l'emploi pour le sport et l'animation dans les métiers de l'encadrement. Ce qui fait une belle mise en abîme, le Sésame étant lui-même un sésame. Merci beaucoup Mathieu. Les jeunes dits NEET, on en parle dans quelques instants avec nos invités, mais juste avant, éclairage sur un sujet qui, là aussi, concerne les jeunes et leur insertion, celui du financement de l'apprentissage. Place à Fouzi Fetti, c'est l'info avec 2F. Cette année encore, le record du nombre d'apprentis en France sera battu. Mais derrière le succès, il y a la question du financement. La réforme Pénicaud de 2018 pose un principe simple. Un contrat signé égale un financement. Autrement dit, chaque fois qu'un jeune signe un contrat d'apprentissage, son CFA touche un forfait pour le diplôme préparé. Et avec une offre de formation libéralisée et une prime exceptionnelle à l'embauche versée aux entreprises dans le cadre du plan de relance, l'engouement est bien là, au point que la seule taxe d'apprentissage payée par les entreprises ne suffit plus à le financer. Et c'est là que le « quoi qu'il en coûte » décrété à l'occasion de la crise sanitaire arrive à point nommé. Le gouvernement lâche du lest, ouvre le porte-monnaie et injecte dans un premier temps 750 millions d'euros, puis dans un second temps 2 milliards d'euros. Et comme il n'y a pas d'argent magique, s'ouvre alors un débat entre les tenants de la maîtrise budgétaire et les tenants de la dépense publique. Pour les premiers, il est hors de question de faire supporter le coût de l'apprentissage sur le contribuable,
Le financement de l'apprentissage est historiquement l'affaire des entreprises et ça doit le rester, quitte à leur demander un effort supplémentaire. Un reste à charge plus important, une augmentation de leur taxe d'apprentissage ou encore un versement supplémentaire de contributions conventionnelles. Ce qui d'ailleurs constituerait un marqueur fort d'émancipation des branches professionnelles par rapport à la puissance publique. Pour les seconds, l'apprentissage au contraire, c'est d'abord l'affaire de la nation. Et compte tenu de son rôle pour l'insertion des jeunes, cette voie éducative doit être érigée au rang de politique publique à part entière. Car l'apprentissage n'est pas seulement un coût, c'est aussi un investissement pour l'avenir de notre jeunesse. Et il n'est donc pas anormal que le contribuable participe à son financement. Bien évidemment, des nuances multiples existent entre ces deux visions. Quant à l'arbitrage politique, il revient au prochain gouvernement qui sera mis en place après les élections présidentielles et législatives de 2022. Je vous le disais, ils sont environ 1 500 000 en France et représentent 12,9% des 15-29 ans. Chez les 25-29 ans, il s'agit carrément de près d'un jeune sur 5. On les appelle les NEET, des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Alors, qui sont-ils? Quel est leur profil et quel est leur parcours? Et surtout, comment réussir leur insertion professionnelle? Pour en parler, on accueille tout de suite Gaël Baudras, Nathalie Tisserand et Benjamin Leperchet. Bonjour. 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 Alors, Gaël Baudras, vous êtes coordinatrice du PRIGE. Tout à fait, donc coordinatrice du programme d'insertion régional pour la jeunesse. Donc c'est un programme qui, moi je m'occupe de celui de Cergy-Pontoise. C'est un programme qui a pour but l'accompagnement multipartenarial des différents acteurs insertion, jeunesse et emploi du territoire. Et donc avec des référents de parcours, on va à l'encontre des jeunes les plus éloignés de l'emploi pour pouvoir les aider à trouver leur voie. Merci Nathalie Tisserand. Vous êtes médiatrice sociale et référente de parcours à FIDA-Muris. C'est ça. Et donc nous accompagnons les jeunes, on les repère déjà. Vous êtes une association. On est une association basée sur Melun. Et notre métier, référent de parcours, est d'aller repérer les jeunes, de les accompagner, de les suivre et de les mettre en sortie positive, sachant que nous travaillons avec une multitude de partenaires. Avec les partenaires, nous développons des projets collectifs pour les orienter sur leur projet de vie individuel. L'accompagnement qu'on a n'inclut pas de temporalité, en fait, et le suivi peut être fait au fil de l'eau. Et vous allez pouvoir développer tout ça dans quelques instants. Enfin, Benjamin Leperchet, donc bonjour. Vous êtes directeur adjoint régional à la DRIETS Île-de-France et chef du pôle économie, emploi et solidarité. On rappelle la DRIETS. La DRIETS, c'est le service pour l'Île-de-France qui met en œuvre les politiques pour le ministère de l'économie, le ministère du travail et de l'emploi, le ministère des solidarités. Donc voilà, on s'occupe des entreprises, des demandeurs d'emploi, et des personnes précaires. Et en particulier, on essaie de faire en sorte que voilà, les NEET trouvent leur voie et trouvent le plus rapidement possible du travail. Alors, les NEET, justement, un terme un peu barbare pour définir ces jeunes en situation souvent précaire, on le disait. Tout de suite, Bernard Barbier nous décrypte le sujet du jour, c'est le Quesaco. Alors Bernard, tout d'abord, a-t-on raison déjà d'appeler ces jeunes NEET? Alors, oui et non. Statistiquement, bien entendu, puisque c'est né comme ça. La question qu'on peut se poser, c'est quand on dit ni en éducation, ni en études, puisque en anglais c'est education, ni en emploi ni en formation, on définit des jeunes parce qu'ils ne sont pas. Ce qui peut aussi interroger quant à la place qu'on donne à ce moment-là à ces personnes. On les définit parce qu'ils ne sont pas par rapport à des références sociales et par rapport à des dispositifs sociaux, justement. Donc ça peut interroger. La deuxième chose qui est peut-être interrogeante, c'est dire les NEET, c'est-à-dire on leur donne une attribution identitaire d'être NEET. C'est comme on dirait les handicapés. Alors que ça pourrait être un adjectif, des jeunes NEET. Par exemple, comme on pourrait dire les personnes handicapées, ce n'est pas une identité, c'est bien un qualificatif d'une situation particulière. Pour ça que des fois on dit personnes en situation de handicap. On pourrait dire des jeunes en situation de NEET
par exemple, ce qui permettrait d'être moins dans une attribution à la personne. Est-ce qu'on peut savoir qui sont ces jeunes ? Alors, c'est compliqué pour savoir qui ils sont. Ils sont des fois, on les appelle les invisibles. Hein, c'est le terme qui est utilisé. En fait, ils ne sont pas invisibles, ils sont non vus, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont invisibles de la société, mais ils sont non vus. Eux, ils ne veulent pas être invisibles, justement. Donc c'est compliqué, ces utilisations de mots qui sont faits pour les définir. Il y a un terme qui est important à dire, c'est le terme de distanciation sociale. Vous savez, on l'a beaucoup utilisé dans l'ambiance actuelle, d'accord ? En fait, il s'attribue bien là. Il ne s'attribue pas pour une distance physique entre des personnes, il s'attribue dans des distances sociales entre des personnes dans l'espace social. Et c'est typiquement ce qu'on fait avec les NEET, c'est qu'on crée une distanciation sociale avec eux. D'où, à un moment donné, les appeler invisibles. Et ça, c'est important. Et souvent, c'est associé à un cumul de situations. C'est ce qui rend de plus en plus vulnérable à un moment donné, c'est que des situations se cumulent. Donc on parle d'un public, mais en fait ce sont des personnes qui cumulent des situations et ils se mis en distance avec la société. Est-ce qu'ils sont difficiles à approcher, ces jeunes ? Par essence, effectivement, extrêmement difficile. D'abord parce qu'il y a plein, on va dire, de types différents, parce qu'il y a plein de raisons différentes d'être un peu mis un petit peu on pourrait dire même en distance des radars. Habituel. Donc très compliqué et ça veut dire qu'il faut recréer de la relation qui est de la relation humaine. Et dans notre société, des fois, on a un peu de mal avec ça. Alors justement, qui crée le contact du coup ? Je dirais presque heureusement, l'État prend en main justement cette démarche-là à travers les solidarités pour pouvoir le faire, puisque il n'y en a pas beaucoup, je dirais, qui le feraient, puisque ce n'est pas un marché. Hein. On parle de la marché de la formation, là, c'en est pas un. Oui. Donc, l'État prend en main ça. Les conseils départementaux aussi ont un rôle là-dedans. Beaucoup des associations, et puis des professionnels, comme les référents de parcours, on va en reparler, ou les missions locales qui ont un rôle là-dedans. Et puis, très souvent aussi, les proches, parce qu'il y a un besoin de confiance de la part de ces jeunes dans ceux qui sont autour d'eux pour pouvoir s'ouvrir un petit peu et aller vers. Dernier point, excusez-moi, c'est le terme d'inclusion, hein, puisque la difficulté aujourd'hui, c'est moins l'insertion professionnelle, parce que c'est un aboutissement, que la posture même d'inclusion de personnes dans la société. Merci Bernard. Les NEET, ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, on en reparle dans quelques instants avec nos invités, mais pour le moment, voyons l'avis des principaux intéressés. Hugo Moreau est allé à la rencontre des jeunes pour connaître leur situation, leurs craintes et les difficultés qu'ils rencontrent à s'insérer professionnellement. Regardez. Je suis chercheur d'emploi, ça fait 3 ans. Et c'est très compliqué parce qu'on n'a pas d'expérience, donc on ne nous prend pas, on ne veut pas nous former parce que c'est une perte du temps. C'est galère de partout, tout le monde recherche un travail, tout le monde veut bosser, voilà. Quand j'ai entamé les recherches, j'ai mis environ 2 semaines à avoir un premier entretien. Ce qu'ils recherchent beaucoup, c'est de l'expérience, mais lorsqu'on sort d'études ou ce genre de choses, quand on est jeune, il faut bien qu'on commence quelque part, donc du coup... on ne peut pas forcément répondre à leurs demandes. Je pense que oui, on peut trouver du travail, mais pas forcément celui qu'on veut. Les rémunérations sont souvent un peu catastrophiques. Je pense qu'il faudrait faciliter tout ce qui est stage pendant les parcours scolaires, universitaires et autres, parce que parfois ça peut être le manque d'expérience qui nuit à l'embauche. Proposer peut-être plus de formation, être moins exigeant sur les expériences. Et voilà, je pense qu'en fait, il faut surtout les motiver. Les étudiants autour de nous peinent à trouver des alternances ou les stages, dès que c'est rémunéré, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Quand il s'agit d'un stage pas rémunéré, ça va. Ouais. Et puis ça se fait aussi surtout avec un réseau. Dès qu'on n'a pas de réseau, tout de suite les portes se ferment et c'est plus difficile pour ceux qui n'ont pas de contact. Le monde du travail ne nous donne pas trop envie, ça on veut dire. Voilà. Voilà donc un petit panel intéressant de jeunes qui ont plus ou moins de mal à s'insérer professionnellement et dont on peut considérer certains comme NEET. Les NEET justement, qui sont-ils ? Il semble que ce terme englobe une catégorie plutôt hétérogène, non finalement ? Tout à fait. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réalités aussi, on voit, sociales bien différentes au sein même de cette catégorie. J'imagine que vous voyez ça au quotidien, Gaëlle ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les équipes de référents qui sont sur le terrain peuvent rencontrer des jeunes qui sont
uniquement en demande de recherche d'emploi, mais on peut avoir aussi, on parlait d'acronymes aussi, mais des MNA. Alors c'est quoi ça? Les mineurs non accompagnés. On a pour beaucoup de publics assez différents. On accompagne aussi des jeunes migrants. Donc très large. Voilà, c'est vrai que les NEET peuvent être différents publics avec leurs problématiques spécifiques à chaque typologie. Alors, d'ailleurs, Eurofund a identifié 7 groupes relevant de la catégorie des NEET en se basant sur les données de l'EFT Union européenne. Alors, on voit actuellement ce schéma. J'imagine que même là, entre vous, il y a peut-être déjà des dissonances, vous voyez peut-être les choses différemment au niveau de ces catégories. Je pense qu'on est tous sur des publics éloignés, rencontrant des difficultés, qui ne sont donc ni en emploi ni en formation. Après, c'est vrai que ça peut être aussi les tranches d'âge qui peuvent être un petit peu différentes selon les dispositifs. Alors là, on voit par exemple que les chômeurs courte durée représenteraient 29,8% des NEET en Europe. On est sur des chiffres ici européens. Les chômeurs de longue durée, 22%. Les jeunes atteints de maladies ou en situation de handicap, alors constituent ici le plus gros groupe avec 66,8%. Et après, on a les jeunes assumant des responsabilités familiales. Et les jeunes découragés, ils seraient 5,8%. Et puis, il y aurait les autres. Cela va des plus vulnérables aux plus privilégiés, qui sont, par exemple, volontairement, entre guillemets, dans cette situation, car ils font des voyages ou poursuivent des projets artistiques, par exemple. Donc, on voit effectivement là l'étendue des catégories de NEET. Alors, à mettre en évidence ces différents profils, quand on les met en évidence, ça va un peu à l'encontre des préjugés selon lesquels les NEET seraient tous des jeunes sans motivation et dépourvus de compétences. Après, concrètement, Nathalie et Gaëlle, j'imagine que sur le terrain, il y a quand même des typologies de jeunes que vous rencontrez plus, que vous accompagnez plus que d'autres. Oui, donc ça dépend sur quel quartier on travaille. Mais par exemple, quand on travaille en quartier politique de la ville, on a un taux de chômage qui est énorme. Des jeunes qui n'ont pas tellement... Pas qu'ils n'aient pas d'ambition, pas qu'ils n'aient pas de compétences, mais on ne les valorise pas parce qu'il y a aussi le poids du quartier qui fait que sur le CV, on ne recrute pas. Et il y a aussi cette... c'est pas de l'éducation, mais ce qu'on leur a toujours dit, vous ne saurez pas le faire. Et cette mauvaise estime de soi fait qu'à force de la répéter, on ne pense pas qu'on ait les compétences pour y aller. Or, il y a des compétences, il y a des exemples où on a des réussites qui sont extraordinaires, mais le tout, ça doit passer par une bonne estime de soi, une bonne présentation, une réappropriation des codes pour pouvoir en fait aller sur un monde qui n'est pas forcément... le leur de tous les jours, avec des créneaux horaires qui sont différents. Le monde du travail, ce sont des codes différents du monde du quartier, quoi, en fait, simplement. Alors, parmi les catégories qui nécessitent le plus d'aide, il y a ces jeunes sans diplôme. Ils sont environ 70 000 à 80 000 chaque année à sortir du système éducatif et se trouvent du coup en difficulté d'insertion. On constate que 3 ans plus tard, leur sortie du système éducatif, ils sont près de 60% de ces jeunes à toujours ne pas avoir d'emploi. Est-ce que c'est cette population-là qui est difficile à atteindre ? Oui. Alors pas que, mais celle-là oui, parce qu'ils sont vraiment découragés. Ils sont découragés, ils n'y croient plus. Après, les écoles, elles demandent des prérequis. 3 ans sans expérience, on est sorti, on n'a pas de prérequis, on n'a que des petits jobs qui ne sont pas valorisés. Sur les CV, on ne met pas forcément les bonnes compétences. Maintenant, on parle de soft skills, tout ça. Ils ne savent pas les faire. Ce n'est pas une culture qu'on a. Donc, c'est difficile à les mettre en valeur. Après, quand on travaille avec eux, qu'on fait de l'accompagnement, de l'estime de soi et du jeu de rôle, ça fonctionne très, très bien. Le tout, c'est de savoir vers quel métier ils veulent aller ou ils ne veulent pas aller. Parce qu'il y a des métiers qu'ils ne connaissent pas. On a une quantité d'informations, on a tous les dispositifs, mais le problème, c'est que trop d'informations, parfois, ça tue l'information, et ils ne savent pas. Comment on fait, Gaëlle, justement, pour les approcher, ces jeunes, pour les identifier et pour les atteindre ?
Alors nous, du coup, sur le territoire de Cergy-Pontoise, on a, on va dire, plusieurs approches. On se sert beaucoup des acteurs, des services de prévention spécialisés, d'autres acteurs insertion jeunesse, pour essayer de capter ces jeunes, de la mission locale aussi. Et puis, on a une autre approche, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de jeunes qui ne viennent plus forcément vers les dispositifs ou vers les structures, type Pôle emploi ou mission locale. Et du coup, on a cette approche d'essayer de les capter via les réseaux sociaux aussi. Donc on a c'est les nouveaux moyens de communication dont les jeunes sont très friands, quoi. Voilà, tout à fait. On a dans mon équipe, j'ai 2 mobilisatrices de parcours qui vont à l'encontre des jeunes à travers les réseaux sociaux. Donc essayer de les capter, de les informer des dispositifs qui existent, comment on peut les accompagner. Donc ça peut être même via Snapchat, par exemple. Tout à fait. Là, on est en train de travailler TikTok. Tout à fait. Ah oui, même TikTok. Et donc vous faites quoi? Vous allez faire une petite là, danse pour essayer de vous expliquer le dispositif. Non, j'imagine que c'est pas ça. Mais on est sur le début du déploiement un petit peu de tous ces aspects communication, mais effectivement, Twitch, TikTok, Snapchat, Facebook aussi pour essayer de capter les parents, parce que des fois on se dit aussi que certains réseaux sociaux sont plus utilisés par les plus jeunes, mais leurs parents les utilisent, donc on essaye de pouvoir essayer de capter ces profils via aussi Internet, parce que c'est compliqué de les trouver sur les espaces publics. Donc voilà. Ce sont les nouveaux espaces publics. On peut dire ça comme ça. Et plutôt par téléphone. Ouais. Alors, ils sont plus donc de 17 millions de NEET recensés à travers l'Europe. On le disait tout à l'heure, 1 500 000, même si tout le monde n'est pas toujours d'accord sur les chiffres. Qu'en est-il de la situation en Île-de-France? Plus spécifiquement, on a posé la question à Béatrice Pardini, directrice de l'Observatoire régional de l'emploi-formation à défi métiers. Selon l'enquête emploi réalisée au cours de l'année 2019, 11% des franciliens âgés de 16 à 29 ans sont dans cette situation de NEET. C'est une proportion qui est un petit peu moins élevée que la moyenne nationale qui, elle, atteint 13%. Cette proportion est à peu près équivalente pour les femmes et les hommes. Au total, ça représente un peu plus de 250 000 jeunes franciliens, dont 58% sont âgés de moins de 26 ans. Alors, parmi ces jeunes en situation de NEET de moins de 26 ans, la moitié sont au chômage, un tiers sont inactifs et les 12% restants sont dans ce qu'on appelle le halo autour du chômage, c'est-à-dire qu'ils déclarent vouloir travailler mais ne recherchent pas activement un emploi ou ne sont pas disponibles pour travailler. Cette répartition entre le fait d'être au chômage ou en inactivité varie très fortement selon le genre. Les jeunes femmes en situation de NEET se déclarent 2 fois plus souvent en inactivité, donc elles ne recherchent pas de travail que les hommes, alors que les jeunes hommes, eux, sont plus souvent au chômage, et c'est 61% d'entre eux contre 39% des jeunes femmes en situation de NEET. Par ailleurs, le niveau de diplôme expose au fait de se retrouver dans cette situation. Donc parmi les jeunes de moins de 26 ans, ceux qui ont au mieux un niveau de diplôme qui atteint le niveau CAP sont 18% à être en situation de NEET, alors que cette proportion chute à 5% parmi les jeunes qui ont atteint un niveau d'études supérieur au baccalauréat. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces résultats dans une publication annuelle que nous réalisons en partenariat avec la DRIETS et la RML, donc c'est l'Association régionale des missions locales, dans une publication qui s'intitule « Les jeunes franciliens face à l'emploi ». Voilà, donc les jeunes franciliens face à l'emploi, une publication donc elle disait Béatrice Pardini en collaboration avec l'ADRIES, justement Benjamin Lepercher. Concrètement, comment l'État s'empare de cette problématique? Quelles sont les actions mises en place? C'est un sujet sur lequel on travaille depuis évidemment très longtemps parce qu'il n'est pas nouveau. Non. Il y a eu un gros effort qui a été fait avec le plan Un jeune, une solution à la faveur de la crise, puisqu'on le sait bien, quand il y a une crise qui arrive, ceux qui sont exclus du marché du travail, ceux qui sont aux frontières, donc les précaires et puis les jeunes malheureusement. Donc on avait beaucoup de jeunes qui auraient dû entrer sur le marché du travail et qui n'ont pas pu entrer. Donc il y a eu 7 milliards d'euros quand même qui ont été mis dans le plan de relance spécifiquement sur le public des jeunes, pour soutenir l'apprentissage, pour faire des aides à l'embauche pour les jeunes, pour multiplier le nombre de parcours, pour renforcer les objectifs de formation. Donc ça nous a permis, je crois, de revenir globalement aujourd'hui à une situation qui est plutôt favorable comparativement à ce qu'était avant la crise sur le marché de l'emploi des jeunes. Donc ça, conjoncturellement, il y a eu un gros effort qui a été fait, je crois, qui a porté un peu ses fruits. Ensuite, globalement, traditionnellement, on fait des dispositifs
qui permettent à des jeunes de s'inscrire dans un parcours ici, de faire une formation, d'être accompagnés ici ou là. Et une deuxième chose qu'on fait peut-être un peu plus depuis quelques années, et notamment avec le plan régional d'insertion pour la jeunesse, le PRIJ, c'est de pousser vers l'aller vers, justement, pour toucher les jeunes qui spontanément ne viennent pas sur les dispositifs. Puisqu'on le sait, il y a des jeunes qui vont à Pôle emploi, il y a des jeunes qui vont dans les missions locales, il y a des jeunes qui téléphonent à l'E2C. Ce n'est pas la majorité des jeunes, on le sait. Donc il faut sans doute plus travailler à la promotion, plus aller vers, et donc on a musclé cette opération-là. Donc aujourd'hui, on a le lancement du contrat d'engagement jeune qui remplace grosso modo une certaine frange de la garantie jeune et de l'accompagnement intensif des jeunes que faisait Pôle emploi. Et on augmente un tout petit peu les volumes encore par rapport à ceux qui avaient été très augmentés pour le plan de relance pendant la crise. Mais on a un petit volet complémentaire qui est une nouveauté qui est nationale, qui renforce en fait ce que le PRIJ fait depuis quelques années en Île-de-France, c'est qu'on va financer des associations pour aller encore plus chercher ces jeunes et les plus en rupture, les plus en difficulté, pour leur offrir des parcours un petit peu différents de ce qui est fait traditionnellement, avec une palette de dispositifs sur lesquels je pourrais disserter pendant des heures, parce qu'on en a un certain nombre. On en évoquera d'ailleurs peut-être quelques-uns. Vous parlez de ces associations qui, elles aussi, font le travail. Est-ce que c'est en collaboration, du coup, aussi avec le PRIJ ? Concrètement, comment ça fonctionne exactement, cette mise en place de ce programme ? Le PRIJ, c'est quoi Alors moi c'est plutôt récent parce que ça fait que quelques mois, sur Cergy-Pontoise en tout cas. Maintenant, si je parle du Val d'Oise, on a Sarcelles qui est déjà en place depuis plus de 2 ans. Sur Argenteuil et sur Cergy, on est plus récent. Donc là, du coup, c'est vrai que j'ai un peu moins de recul. Maintenant... L'idée, tout simplement, du programme, ce dispositif, le PRIJ, c'est d'être sur le terrain, là, dans les zones où il y aurait peut-être le plus de jeunes concernés par cet accompagnement et cette aide que vous pouvez leur proposer. Et vous, après, vous bossez vous-même avec des associations. Donc, vous êtes mandaté par l'État, par le PRIJ, pour coordonner, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, vous, Nathalie, vous pouvez intervenir dans le cadre du PRIJ auprès des jeunes. Et on intervient aussi sur des groupes opérationnels par région, en fait sur les territoires qu'on a, où on a tous les acteurs institutionnels qui sont là. Donc en fait, la mise en relais des jeunes qu'on a repérés, puisque nous, on est sur le terrain, on est associatif, on est sur le terrain, donc on va vers eux, c'est le aller vers, et on fait avec ces jeunes pour les ramener vers les institutions, parce que bien souvent, il y a un décalage, c'est-à-dire qu'ils ont été repérés à un moment, ils ont été à l'école, ils ont été sur les institutions, et à un moment, ils partent. Donc on est, mot que j'aime pas, NEET, à un temps donné. Ça ne veut pas dire qu'on y a été tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on y était avant, qu'on y sera après. C'est à un moment donné, on y est. Et la rupture qui s'est faite, il va falloir faire avec pour les emmener. Oui, parce que comme on disait, on peut être NEET avec pourtant un bagage de formation. Ou, on peut être surdoué et NEET. C'est ça existe. Ça existe. Et pourtant, vous prenez l'exemple de surdoués et qui à ce moment-là ne sont ni en emploi ni en formation et qui ont du mal à revenir aussi à l'emploi. Et quelle est du coup la problématique là ? Comment vous les accompagnez Alors, ils se sont ennuyés à l'école, obligatoirement. S'ils n'y sont pas restés, ils n'ont pas trouvé leur voie. Ils sont démotivés, ils sont décrochés. Et en fait, après, il faut les remotiver, leur donner envie. Mais si vous ne leur donnez pas quelque chose qui leur fasse envie et qui soit suffisamment intelligent pour qu'ils puissent l'aborder, ils ne veulent pas. Donc, ils vont faire quelque chose qui n'est pas intéressant. Et là, ils ne se bougent pas. Ouais, donc, on peut être décrocheur. Et pourtant un bagage de formation, de diplôme, et on peut être décrocheur surdoué comme on peut être décrocheur et peut-être délinquant. Enfin voilà, il y a les deux. En fait, je vais vous donner 2 exemples très concrets. J'en ai un qui est en bac S. Bac S SI, donc sciences de l'ingénieur, et qui s'arrête 2 mois avant avec 11 de moyenne et qui dit je vais être ébéniste et j'arrête et je reprends un CAP ébéniste, et donc 3 ans, donc en dessous du niveau bac, et entre-temps il s'arrête 1 an. Il est ébéniste, il a eu son CAP, il a fait un CAP d'ameublement derrière, dans une école qui prenait sur motivation et qui n'était pas sur les résultats, en apprentissage. Là, il est en CDI, il fait de la formation en 3D, il a repris une école d'éco d'intérieur. Donc, il repassera sur un cursus qui se rapproche de celui qu'il voulait avoir au début, c'est-à-dire architecte.
Et puis des délinquants, il y en a où effectivement il n'y a pas de niveau de diplôme, mais à un moment on les fait rêver parce qu'à un moment ils nous disent vous nous criez pas dessus, on voudrait faire quelque chose qui nous fasse plaisir. Le déclic il arrive, on se dit pourquoi pas, on va essayer. Alors c'est pas simple hein, mais on essaye et on accompagne. On va vers, on réessaye les institutions. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. On change le dispositif. Et puis d'un coup, on trouve la chose qui nous plaît. Il y a plein de métiers, on essaye. Et c'en est un qui nous plaît, et on y va. Et on rentre dans un cabinet d'architecte en n'ayant rien au début, en ayant parié juste une pizza. Et là, on écrit un roman, et c'est quelque chose de... Enfin, c'est une belle réussite. Il faut beaucoup de temps pour faire ça. Mais ces jeunes que vous accompagnez, par exemple, sur combien de... Alors, ces deux jeunes-là, j'ai 5 ans de recul, oui. Avec différentes structures. Sur du recul sur 1 an, parfois ça marche. J'en ai où on les met en apprentissage. Là réellement, la chose qui est belle et où les entreprises fonctionnent, c'est qu'il y a des aides sur les entreprises et c'est que les jeunes y vont et c'est qu'on ne les stocke pas dans des écoles sans bouger. C'est des jeunes qui sont actifs, ils veulent bouger, ils veulent apprendre. Vous parlez de l'apprentissage, justement, on constate que les pays qui favorisent largement l'apprentissage, comme l'Allemagne, on le sait, arrivent à réduire considérablement leur pourcentage de NEET. Par exemple, en 2019, il y avait 13% des jeunes Français de 15-29 ans qui étaient dits NEET, alors qu'ils n'étaient que 8% au même moment en Allemagne. Est-ce que là aussi, l'apprentissage, le paquet, j'ai envie de dire, est mis dessus en termes d'aide du niveau de... Oui, il y a un gros effort qui est fait sur l'apprentissage depuis un certain temps. C'est vrai que ça avait un peu de mal à prendre en France, parce que culturellement, c'était pas simple. Oui. Avec la réforme de 2019, avec la loi de 2018, qui s'est mise en œuvre progressivement en 2019, en 2020, on a libéralisé beaucoup le secteur, donc augmenté l'offre, ce qui fait que les jeunes ont des possibilités qui n'existaient pas avant, et on a revu le circuit de financement. Combiné au fait qu'avec le plan de relance, on a augmenté les aides aux employeurs, ça a fait qu'on a eu un bond de l'apprentissage qui est quand même extrêmement important. On est à près de 200 000 contrats en Île-de-France, 718 000 au niveau de la France entière. C'est des records qui sont pile année après année. Donc là, on a un très beau développement de l'apprentissage. Et c'est vrai que pour des jeunes qui n'ont pas envie de rester une année sur le banc de l'école, à apprendre simplement des choses, mais qui ont envie d'avoir un parcours un petit peu plus varié, plus divers au quotidien, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et qui se développe. Elle se développe beaucoup sur le supérieur, mais il se développe aussi progressivement sur les premiers niveaux de qualification, CAP ou bac. On a de la marge encore là-dessus, mais on a une belle progression. Effectivement, vous le disiez, c'est des choses qui prennent du temps pour s'installer à la fois dans la tête des jeunes, dans la pratique de ceux qui les rencontrent, les conseillers au quotidien, et puis dans l'offre aussi d'apprentissage qui doit évoluer pour être sur les métiers dont les entreprises ont besoin et dont les jeunes ont envie. Alors avant de continuer, d'évoquer toutes ces solutions mises en place pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dits NEET, on retourne voir les principaux intéressés. Hugo Moreau leur a justement demandé ce qu'ils savaient des dispositifs d'aide les concernant. Regardez. Déjà que les patrons soient plus ouverts au fait de former les jeunes, qui n'ont pas forcément d'expérience et qui pour X ou Y raison sont obligés d'arrêter l'école. Parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, parce qu'il faut les payer aussi du coup, parce qu'ils sont considérés comme salariés. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place, comme par exemple développer l'alternance ou les stages. Ça, je trouve ça bien. Il y a la mission locale pour les jeunes, le CIO, je crois que c'est pas SIAO, c'est CIO. Puis après, il y a Pôle emploi aussi. J'ai été inscrite à la mission locale avec la garantie jeune qui nous permet d'avoir une petite source de revenus. Vous allez pendant un mois en formation et pendant un an vous êtes payé 500 € ou 495 € je crois. Et c'est juste un mois de formation, CV, lettre de motivation, il vous aide à faire. Et voilà. Moi personnellement ça m'intéresse pas trop parce que c'est que des petites périodes. Même si ça peut faire découvrir des métiers, ça m'intéresse pas trop. Parce que je sais donc quoi je cherche, comme quel type de métier je cherche. Mais c'est vrai qu'en soi pour les jeunes c'est sympa. Le fait de découvrir, d'être avec d'autres jeunes, c'est vrai que c'est bien ça. Pour le coup c'est une bonne chose parce que du coup c'est des gens qui sont dévoués à ça. Des choses comme Un jeune, une solution, c'est des plateformes où on peut trouver des stages ou des emplois. J'en connais juste un duquel je fais partie, c'est l'association Artefact de Paris 7 qui justement est dans la culture et qui se place comme un pont entre justement les études et le monde professionnel. Je crois que l'État doit intervenir sur ça pour rendre plus facile le passage entre les études et le monde du travail.
Voilà donc un passage pas toujours facile entre les études et le monde du travail. Encore faut-il avoir eu la possibilité aussi de faire des études. Comment justement mieux informer ces jeunes? On voit qu'ils sont un peu au courant, mais ça reste parfois assez flou. Vous le disiez, il y a maintenant vous vous orientez vers les nouvelles techniques d'approche des réseaux sociaux, etc. Du coup de différents canaux en fait pour essayer de capter ces jeunes. C'est vrai qu'on a le aller vers qui est important. Aujourd'hui, avec les postes de référents de parcours dans le cadre du PRIGE, on est vraiment sur un poste un peu hybride entre le conseiller en insertion et l'éducateur qui est sur le terrain. C'est ce que j'ai dit, parce que quand vous m'expliquez tout à l'heure, je me disais ça se rapproche un peu de l'éducateur en fait. C'est quoi la différence? Comment ça se passe? Vous appelez par exemple Nathalie et vous lui dites écoutez, sur votre territoire, j'ai besoin que vous identifiez comment concrètement. Alors nous, en tout cas, on travaille beaucoup en collaboration avec les services de prévention spécialisés qui sont déjà implantés sur les QPV, les quartiers politiques de la ville. Du coup, on est vraiment sur du co-accompagnement selon les besoins, selon les choses à travailler. On va être plutôt sur de l'éducation prévention spécialisée. Et puis quand on est plutôt sur de l'insertion professionnelle, du coup, les référents de parcours vont intervenir, vont faire avec les jeunes, vont les accompagner dans leur démarche. On est parce que vous identifiez les jeunes. Après, il faut les orienter. Comment on fait? Parce que j'imagine qu'il y a un panel de dispositifs qui doit être assez conséquent. Je pense, Benjamin, vous pouvez peut-être même me dire un peu la fourchette. Il y a combien à peu près de dispositifs Ça dépend si on n'a pas de dispositifs. On a des grandes catégories. On a ce que font les missions locales, on a les écoles de la deuxième chance, les EPI. Donc on a en fait des réseaux de structures qui chacune peuvent porter un ou deux dispositifs. Et puis ensuite, on a des aides à l'embauche, on a des contrats aidés. En fait, on a un panel dont on pense qu'il est riche, il est compliqué à comprendre, mais vraiment il correspond aussi à la diversité de ce qu'on appelle les jeunes NEET. Parce que ce n'est pas le même besoin pour quelqu'un qui a un diplôme et qui cherche une expérience professionnelle qui pourra valoriser derrière pour qu'on ait été sur des vrais postes. Là, un contrat aidé, ça peut être utile. Pour quelqu'un, pour un décrocheur, on ne va pas lui proposer un contrat aidé au premier jour, probablement pas. Donc peut-être un parcours avec un accompagnement, une remobilisation, du coaching, du savoir-être. Voilà, donc on a un panel qui est varié, on sait qu'il est complexe et c'est pour ça justement que on développe ce financement de personnes référentes de parcours qui sont capables de suivre un jeune au travers des différentes choses, des différents dispositifs qu'il va faire. Ça manque un peu encore aujourd'hui, donc on le développe. C'est vraiment ça, l'idée du PRIGE, c'est qu'il y ait un référent de parcours qui soit capable de connaître le jeune et puis de l'orienter, mais de le reprendre ensuite sur tout le long de son parcours, pour faire du parcours sans couture dont on parle beaucoup, mais voilà, qu'il faut rendre réel quand même. Ce qui montre quand même le rôle fondamental, et on insiste dessus beaucoup, de l'accompagnement humain. Aujourd'hui, il y a un outil numérique par jour qui se crée, mais en fait non, on ne réinventera pas l'accompagnement humain. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien la nécessité pour les professionnels d'être des traducteurs, à la fois de ce qui existe dans les dispositifs, mais aussi traducteurs d'un langage, par exemple le langage compétence. Je ne vais pas revenir plus dessus, mais ce n'est qu'un langage. Donc il y a besoin à un moment donné d'en traduire. On voit bien aussi qu'il faut traduire l'accès à l'information, puisque ça nécessite des codes pour les comprendre. Il y a beaucoup d'informations et on se dit pas informé, parce qu'il faut des codes pour lire cette information aujourd'hui. Et donc il y a un vrai rôle de traducteur en fait des professionnels. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une nécessité aussi alors il est déjà professionnalisé ce métier, mais vraiment de l'instaurer, le métier de référent? Est-ce qu'il n'y a pas une formation un peu plus poussée, particulière qui est nécessaire, puisque vous me le disiez hors caméra, que peut-être un jeune accompagné par telle personne ne va pas aller aussi loin que s'il avait été suivi par une autre, quoi. Oui, bien sûr. Le lien social et l'humain fait la différence. Après, on est quand même structuré. Il y a des formations qui existent. Alors moi, pour ma part, on est formé par France Médiation, structure de médiation, qui nous donne la posture et qui nous donne aussi cette liberté, l'impartialité, qui nous donne un vrai cadre de référence avec... même si on fait les choses, on va dire intuitivement, la posture et le cadre fait qu'on rentre, on connaît nos limites et on sait quel accompagnement on va faire. Ça nous professionnalise, ça nous rend beaucoup plus compétitifs sur ce qu'on fait. Et en plus, c'est de la formation théorique qui est quand même très solide, mais en même temps, on a de la pratique. Et on a cette chose qui est... Alors, je ne vais pas dire que c'est de l'alternance, mais c'est tout comme. Parce qu'on a le terrain, on a le rendu, on a la coordination, on a le temps d'échange,
on a la théorie et quand on a des problèmes, on peut poser la problématique et ça revient. En fait, ce qu'on construit avec les jeunes, on peut le construire aussi avec ces formations-là. Et la préfecture. Alors, ça, c'est la formation de base, mais on a aussi une formation qui est donnée par la préfecture. Et celle-là est très, très riche. Parce que le dispositif du prix, je nous ai réexpliqué. On a les intervenants associatifs qui nous ont réexpliqué avec 52 dispositifs là, qui sont mis à l'honneur. Ah oui. Le kit, il est riche. Alors, je vous avoue qu'au début, on ne s'y retrouve pas tout de suite, parce que c'est... voilà. Mais quand on prend le temps, on le décortique, suivant les jeunes, ils ont tous une problématique particulière avec une multitude de freins. On est bien obligé de le prendre par un bout, le problème. Et ce qui fait qu'on découvre les dispositifs, on découvre comment on fait, et à la fin du compte, on a un réseau et on va très vite. Et le GTO nous permet d'y aller, groupe opérationnel. Donc... Vous accompagnez combien de jeunes par an, par exemple, vous ? Alors, logiquement, on doit en accompagner à peu près 30. Là, moi, en 1 an et demi, je suis à 140. 140 jeunes. Oui, avec le Covid, c'est-à-dire qu'on multiplie. Oui, parce que la situation n'a pas amélioré. Il y a eu un pic, entre guillemets, hein, de NEET dû à la pandémie, hein, je crois. Voilà, alors s'ils ne sont pas tous NEET longue durée, ça peut être des jeunes qui sont en apprentissage, qui n'ont pas trouvé d'entreprise, et donc là, ça nous rajoute des effectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Covid, les freins, la violence, toutes ces choses-là, elles ont été multipliées par X. Et nous, il a fallu qu'on développe tout ce qui est réseaux sociaux, parce qu'effectivement, on ne les a pas toujours en face. Et parfois, c'est plus facile, donc on en traite beaucoup plus via les réseaux sociaux. Alors, pas que, puisque le contact, on ne l'enlèvera jamais. Mais le suivi, en fait, 5 minutes... Donc vous créez, je ne sais pas, des groupes WhatsApp, ouais, des gens j'ai du Snap, j'ai du Snap. WhatsApp, j'ai du Facebook. En fait, moi, je prends les moyens de communication qu'ils ont. Et c'est moi qui m'adapte. Et vous leur envoyez quoi, de l'information? De l'info, si je vois des annonces. D'accord, ça peut être je leur des annonces demande des d'emploi. nouvelles. Ça peut être, là, il y a un forum, là, il y a une action collective avec d'autres assos, là, ça peut t'intéresser. En fait, on communique. On parle. Et sur 140 jeunes, par exemple, comme ça, sur une année, combien, j'ai envie de dire, une issue positive de... Alors là, on est à peu près à 50%, sachant que issue positive veut dire... aussi mission locale garantie jeune. Donc ça dépend de ce qu'on appelle mission sortie positive. C'est CDD, CDI, formation, EPID, école de la deuxième chance. Sachant qu'ils redécrochent. Pour moi, un CDD, c'est une sortie positive. Mais si le CDD dure que 2 mois, je vais le réinclure. Donc on a un système de... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se construire et qu'il ne faudra pas peut-être 4 dispositifs pour y arriver au bout de 3 ans. Ah oui, donc il y a vraiment cette nécessité de tous les dispositifs et vous jonglez avec. Moi, je jongle avec. Et en fait, à chaque étape, et ils le disent, ils témoignent bien en disant, mais en fait, on grandit. On ne voit pas la nécessité au début, mais on apprend les codes, on grandit, on continue. Et le coup d'après, oui, on les repère un petit peu, mais on va les rechercher puisqu'on les connaît. Et puis qu'on leur dit bonjour et que même si c'est pour nous dire juste, coucou, ça va, oui, on est là. Et on va repartir sur un dispositif, on va les remotiver, on va recommencer le travail, on va en emmener d'autres, on va mixer les populations. Parce qu'il y en a qui tirent vers le haut, quand il y en a un qui réussit, il est ambassadeur pour les autres, il leur explique. Et ils nous ramènent leurs amis, en fait. C'est ça. Faut pas croire qu'on en a 140 parce qu'on a été en chercher 140 un par un. Ouais. C'est pas vrai. Moi, j'en ai un. Si ça marche, il m'en ramène 10. Et en fait, j'ai un ambassadeur sur le tas qui va me faire il va démultiplier, il va faire le lien, il va démultiplier mon boulot. C'est-à-dire que sur la base de ce que moi j'ai fait pour lui, il sait le faire. Il sait le faire aussi. Et après, il revient me voir pour que moi j'ajuste en fait. Ou il me téléphone, il me dit, on peut faire comme ça. Ouais. La demande de logement, je peux faire un DALO comme ça. Oui, donc vous développez presque des références à même des jeunes. Voilà, moi, c'est des ambassadeurs que j'appelle. Ouais. C'est vrai qu'ils témoignent souvent pour ça. Mais après, on part sur c'est vraiment comment on va dire, on fait du profil et on fait de
des parcours sans couture, mais ce sont que des petites Ouais. broderies en fait. Ouais. Hein, c'est du joli quoi. On va continuer à d'évoquer les solutions d'accompagnement des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle avec notre coup de pro. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'ARML, l'Association régionale des missions locales d'Île-de-France. Bonjour, donc moi je suis Jacques Crenier, je suis président de l'ARML Île-de-France. L'ARML Île-de-France, c'est l'association de l'ensemble des missions locales de la région parisienne. En Île-de-France, on a 67 missions locales qui accueillent environ plus de 180 000 jeunes. Donc vous voyez, c'est un réseau qui est très important. On a donc 67 missions locales, mais en fait on en a 170 points d'accueil. Et si on peut prendre l'ensemble des autres sites où on accueille les jeunes, c'est environ 300 endroits, 300 accueils qui peuvent accueillir chaque année tous ces jeunes. Un jeune qui a donc des problèmes à la fois de logement, d'emploi, des problèmes dans les 6 ans de sa vie, qui a des soucis de scolarisation, peut à tout moment ouvrir la porte de ces missions locales et il sera accueilli par environ 1400 conseillers qui sont dans notre région. Nous sommes, les missions locales, le premier réseau d'accueil des jeunes en France, avec environ 450 missions locales sur l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les actions qui sont menées, qui vont être menées dans l'avenir, on se place au sein du service public de l'emploi, auprès des autres acteurs, comme un acteur absolument essentiel pour cet accueil. Quand on sait, si vous voulez, les problèmes qu'ont les jeunes à l'heure actuelle, puisque on a un taux de chômage qui avoisine, qui est un peu plus supérieur à 20%. On sait que demain, l'action qu'on va mener pour nos jeunes sera essentielle. Et un pays qui ne s'occupe pas de sa jeunesse est un pays qui n'a pas un grand avenir. Donc je pense qu'on est au centre de ce qui est essentiel. L'ARML, c'est donc une tête de réseau. Ça, c'est essentiel. On est l'interface, en quelque sorte, entre ce réseau et tous ces présidents de missions locales et ces directeurs et ces équipes qui accueillent les jeunes et les structures gouvernementales et de la région pour pouvoir mettre en place la politique pour nos jeunes. Donc notre rôle est donc de les représenter, d'ailleurs dans leurs difficultés parfois, d'accompagner ce réseau, de leur donner les chemins, les pistes pour améliorer certaines choses, en liaison bien entendu avec l'Union nationale des missions locales, pour mettre en place ces projets. Voilà pour l'ARML avec qui, j'imagine, vous travaillez tous ici autour de la table. Gaëlle, comment ça se passe justement, cette collaboration ? Alors, nous, du coup, le PRIJ de Cergy est porté par l'association avec Mission Locale de Cergy. Donc forcément, il y a des liens qui se font avec les conseillers, avec les différents dispositifs de la mission locale. C'est incontournable. C'est incontournable. Benjamin, une question. Par rapport à ces nids, j'imagine que si l'État prend ce sujet aussi à cœur, c'est que ça doit aussi représenter un coût d'avoir tous ces jeunes qui sont sortis entre guillemets, du sérail, qu'on ne sait pas, qui ne sont pas dans l'économie finalement. Alors, ça a un coût, oui, ça a un coût à court terme, ça a surtout un coût à long terme. Mais c'est ça. Voilà, parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils ne touchent pas le chômage, donc ils ne coûtent pas très cher, ils sont en dessous de 26 ans, ils ne touchent pas le RSA, donc budgétairement, ça ne coûte pas si cher que ça. Non, mais sur le long terme, c'est plus sur l'avenir c'est pas d'un possible. pays. On a finalement un sujet de cohésion, quoi. On ne peut pas laisser des jeunes hors du système, on ne peut pas laisser des zones où s'installe un chômage endémique des jeunes, surtout ces zones où il y a beaucoup de jeunes, donc on a vraiment un sujet qui touche à la fois à ce qui fait société, très concrètement à l'ordre public aussi, parce que si on laisse trop de jeunes à l'abandon, on voit bien ce que ça a pu donner en 2005, plus récemment parfois aussi. Donc non, c'est pas une dépense pour nous d'accompagner ces jeunes, c'est un investissement. Oui, c'était plus dans ce sens-là. Justement, j'ai un coût, je me disais, sur les années à venir, si on les évidemment, on n'intègre pas de et d'ailleurs, on a... je ne dirais pas qu'on a un budget limité, c'est toujours compliqué, mais on a eu des renforts de budget très importants depuis 2017 qui ont été très augmentés avec le plan de relance, qui sont importants aussi pour le contrat d'engagement jeune, qui est la nouvelle mesure
On a des crédits encore plus importants que ceux qu'on a eu en 2021 avec le plan de relance. Donc vraiment, il y a un gros investissement qui est fait sur ce sujet-là. C'est une grosse priorité. C'est pas une priorité électoraliste. Ces jeunes, il faut bien le dire, ils votent pas tant que ça. C'est parce que c'est vraiment un sujet crucial, je pense, pour l'avenir de la nation. Pour une société, tout à fait. Bernard, pour faire société, voilà. Mais ça, c'est assez important d'en parler. Il y a quand même deux fondamentaux derrière ça. C'est quand même la confiance, la relation de confiance qui se crée entre des humains. On l'entendait tout à l'heure. Mais ça renvoie à quelque chose pour les professionnels, qui est un vrai sujet, qui est l'écoute. Et d'être moins dans le placement sur des dispositifs que dans l'écoute des personnes qui sont là et de reconsidérer que ce sont des personnes. Et on en parle là, en disant ça, ça veut simplement dire qu'il y a l'inclusion d'humains dans une société qui doit être humaine, en quelque sorte. Et ça interroge, là, bien entendu, et je suis content d'entendre l'État dire ça. Pas que des technos. Et voilà, parce que ça, des fois, on est un petit peu alerté avec ça. Voilà. Et puis le deuxième point, c'est sur on en parlait tout à l'heure des prérequis. Là aussi, c'est un système de prérequis qui finalement automatiquement sélectionne. Et on voit certains organismes de formation qui disent j'ai eu des super résultats, mais ils ont surtout beaucoup sélectionné, quoi. Or, c'est typiquement avec ces jeunes où on redécouvre l'idée non, il faut ouvrir les bras, et puis on met en place des systèmes pour justement les inclure. Et ça fait repenser aussi la société dans laquelle nous sommes, voyez, avec un point essentiel, c'est de repartir sur les expériences de vie qu'a chaque humain, au lieu d'avoir des a priori sur les compétences qu'ils auraient pour servir l'économie. Il faut d'abord repartir sur les expériences de vie, sur comment l'intelligence qu'ils ont est nourrie, et à partir de là, comment on les traduit, et comment ça se traduit éventuellement en langage, compétences pour les entreprises. Si vous aviez un message à donner à peut-être des jeunes qui pourraient voir cette émission et qui se reconnaîtraient peut-être dans une situation des fois un petit peu sans issue, ils peuvent penser, vous auriez quoi à leur dire ? Vaste sujet. Qu'on peut les accompagner, qu'on peut les informer, qu'il y a beaucoup de choses en tout cas sur notre territoire qui existent, donc de venir vers nous, sinon on va venir vers eux et puis on va essayer de les aider à reprendre confiance en eux, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la confiance en soi qui est super importante et qui a besoin de retravailler très, très souvent quand même. Qu'on va venir vers eux et qu'on va essayer de les aider à avancer et à trouver leur voie. Il y a un site internet Prige sur lequel les jeunes... Alors, il y a un site internet qui est au niveau régional où on trouve beaucoup d'informations, effectivement, où les jeunes peuvent aller se renseigner. Donc, on peut les orienter aussi sur cette plateforme Nathalie, pareil, un petit mot ? Un petit mot, c'est tout est possible. Il y a plein d'écoles alternatives, allez-y, venez nous chercher, on va vous aider. Et avant de se quitter, pour toujours rester un petit peu dans les chiffres, on rappelle cette publication « Les jeunes franciliens face à l'emploi », les chiffres clés édition 2021, une publication que je vous invite à découvrir sur le site de Défi Métier, défi-métier au pluriel.fr, une publication faite avec l'Adriat Île-de-France et la RML, dont on a vu tout à l'heure un sujet. Je vous remercie en tout cas tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, à bientôt, j'espère. Merci à vous, Bernard. Je vous retrouve pour le prochain numéro de Vous avez dit EFOP. Soyez au rendez-vous et d'ici là, prenez soin de vous.